Vamos les mecs, vamos, vamos, je suis content les mecs, je suis content bordel, ça fait plaisir, je suis vraiment content. Ah là 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 là. Ça régale les mecs, victoire de l'Olympique lyonnais contre Francfort, deuxième de Bundesliga, première défaite pour Francfort cette année en Europa League. Alors étant parfaitement honnête, je crois qu'ils n'ont pas eu le plus gros des calendriers jusque-là, mais les gars, ça fait plaisir, je suis trop heureux. Vraiment, je suis trop heureux. Ça, vraiment, celle-ci fait du bien, celle-ci fait super plaisir, on n'a pas perdu depuis tellement longtemps. Non, j'ai pas pu aller au match parce que j'avais des choses à faire demain sur Paris, notamment l'émission avec Cissé. Mais oui, crâne rasé avec vous. Et globalement, ouais, une belle victoire. Je suis hypé. Très gros match de Ryan Cherki. Très gros match de toute l'équipe. Et ouais. Et je peux même pas dire Marmouche et Kitike, allez vous faire foutre. Bon, je dirais pas dire allez vous faire foutre, mais en mode... bah alors c'est qui? Parce que Marmouche il est rentré, il est trop fort. Alhamdoulilah qu'il ait pas commencé le match. Oh, vraiment, heureusement qu'il a pas commencé le match. Le niveau du type, le niveau du gars, la différence après son entrée. Waouh, c'était chaud les gars. Mais globalement, bon match de l'OL, bon match dominateur, de la maîtrise. Une belle victoire, malgré les deux buts encaissés, où en fait t'encaisses en début et en fin de match. Et puis entre les deux, très peu d'occasions encaissées. Un Francfort qui a, genre, je trouve, le truc le plus voyant, c'était genre à la 30e minute. 30e minute, il y avait un truc du style ballon dans la surface, OL dans la surface de Francfort, genre 25. Berwan, merci pour les 5 savoir-faire, mon pote, ça régale. Genre 25 ballons dans la surface de Francfort, ballon dans la surface de l'OL, 4. Et à ce moment-là, il y avait 1-1. C'est ça le plus drôle. Ils ont eu 4 fois le ballon dans la surface, on avait pris un but, nous on avait fait plus de 20 ballons dans leur surface, on en avait marqué 1 aussi. Mais c'était sans compter la deuxième mi-temps avec, du coup, Ryan Cherki, la passe décisive pour Mike Fofana, le but de Nuama, on va aller se revoir ça tout à l'heure, un peu après. Mais je suis tellement content, déjà parce que mon club est sur une dynamique absolument, mais dingos, quoi. Genre vraiment, depuis le match de l'OM, que, voilà, vous-même vous savez, c'est bon. Depuis ce match, donc, qui est là, donc du 22 septembre, c'était il y a 3 mois bientôt, bah t'as tout gagné ou fait nul évidemment, sauf contre Beşiktaş dans un match où on va pas se rappeler les statistiques de ce match-là, 30 tirs, c'était quand même une folie de perdre un 0 en ayant tiré 30 fois au but, mais globalement les gars, c'est juste fou quoi. Là le calendrier est vraiment, on est globalement bien. Quelques matchs nuls ici et là, mais on a réussi à relever la barre, notamment en Europa League, après un nul, notamment contre Offenheim, peut-être un peu frustrant, où tu te fais égaliser à la fin. Merci Donovan pour le resub. Et là, une victoire à Karabag, donc il y a 2 semaines. Et là, ce soir, contre Francfort, deuxième de Bundesliga, un tout petit peu moins dedans ces derniers temps. Francfort, en termes de forme pure, regardez, ils sortaient d'un nul contre Augsbourg, d'une défaite contre Leipzig. Donc purement sur leurs 2 derniers matchs, c'était un tout petit peu moins ça, parce que sinon ils étaient sur 4-5 victoires d'affilée avant. Mais globalement, les gars, c'est une belle victoire. Et surtout du jeu, ça se retranscrit dans les statistiques, on va checker vite fait un peu SofaScore et tout. Mais les gars, c'est une dinguerie. Et je suis très content parce que ce soir, il y avait un gros parti pris côté EL, 2,40 à 1,10. Donc autant vous dire qu'au niveau des statistiques, c'est quand même assez élevé, 3 grandes chances à 3. Et 19 tirs total à 7, 3 arrêts du gardien de chaque côté, et Perry qui sort quand même quelques arrêts. Merci Donovan pour les 5 subs, merci les gars pour les subs, ça régale. Les gars, on envoie, c'est la fête. Et le Hall qui se retrouve 4e d'Europa League avant le dernier match. Non, il reste 2 matchs, pardon. Il reste Fenerbahçe et le dernier est facile. Enfin, le dernier contre une petite équipe, je me rappelle, Ludogorets. C'est Ludogorets, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais il me semble qu'on affronte... Ouais, Ludogorets, vous avez raison dans le chat. Donc, il reste un déplacement à Fener qui est 21e pour l'instant avec 8 points. Et donc, du coup, après, derrière, on reçoit Ludogorets pour terminer. Donc là, l'Europa League qui reprend mi-janvier à peu près. Et voilà, Nice, grosse perf sur cette campagne. 6 matchs, 2 buts. C'est fou. Alors, bien évidemment, ça reste l'OL, donc on a stressé à la fin. Le but du 3-2, je pense, comme à peu près tout le monde m'a stressé, mais globalement, belle rencontre. On va parler un petit peu du match, de la compo, de plein de trucs. Déjà, c'est important de parler de la compo.
Ce soir, Pierre Sage a sorti une compo, on peut dire peut-être un petit peu étonnante, parce que il a lâché son milieu à 3 qui marchait très bien avec Veretout, Matic, Tolisso, pour partir sur un double pivot et faire jouer Ernest Nuama en plus de Cherki, Fofana, Lacazette, donc 4 attaquants à domicile. Ça change, ce 4-2-3-1 est rarement sorti, et en plus c'est même pas tant un 4-2-3-1 parce que ça y est, maintenant vous connaissez l'animation de l'OL, mais Klandowski montre qu'il va au milieu, ça te fait ta base à 3 avec Tagliafico, une sorte de carré au milieu, mais t'avais une largeur assurée par Nuama, et Paris gagnant, Nuama qui marque un but, mais au-delà de ça, le milieu de terrain qui a tenu le choc. Ça reste les notes SofaScore, donc c'est automatisé. Il y aura les notes l'équipe. Pour l'équipe, on en parlera un petit peu après. Mais je tenais déjà à dire un mot. On a tous parlé de la forme de Tolisso. Rien à dire. On va parler de Nuama. On va parler de tout ce que vous voulez. Un petit mot pour un homme. Un petit mot pour un homme. Cet homme. Nemanja Matic. Je suis désolé, les mecs. Cet homme, à son âge, ce qu'il fait... c'est très très fort. Beaucoup de gens cet été pensaient que peut-être, oui, il est trop vieux, tout ce que tu veux, nanan, il va décliner. 3 duels aériens sur 3, 2 duels au sol remportés sur 5, c'est pas la folie, mais globalement beaucoup d'interceptions, tacles, dribbles réussis, des récupérations de balles. Ce serait intéressant d'aller checker plus en profondeur dans ces stats-là. Mais globalement, un bon match dans la maîtrise du tempo, dans les passes, et puis globalement juste intelligent. Je vais dire un truc, c'est ça les joueurs d'expérience qui ont joué dans des gros clubs. C'est ça qui te ramène. Dans la gestion, dans sa manière à des moments d'apporter un petit peu le calme ou alors d'aller mettre le taquet qu'il faut ou n'importe quoi, ça fait plaisir. Et ça me rappelle un match de l'an dernier, c'était lequel? C'était face à Strasbourg ou un truc comme ça, où à la fin, à l'expérience, merci Merab mon frère, où à la fin, à l'expérience, il fait une faute qui casse le rythme de l'équipe en face qui était en train de revenir et tout. Je sais plus contre qui c'était exactement. Peut-être certains s'en rappelleront dans le chat. Mais sincèrement, Matic... rien à dire. Rien à dire. Globalement, je suis très content. Ça a bien fonctionné parce que le match commence en plus mal avec Tchai Tatsar qui fait une erreur. Merci Zakadabra. Tchai Tatsar qui fait une erreur en glissant. Donc du coup, ça donne une balle de but pour Ekitike qui fait un super centre pour Knof qui me la met. Bon, bah voilà, 1-0 pour Francfort. Et là où je suis content, c'est que combien de fois, les gars, on a vu l'OL... paniquer après avoir pris un but. C'est un bon début de match, tu prends un but et après tu plonges. Ce groupe n'a pas plongé. Et ça, je suis content. Et c'est ce qui fait que tu égalises derrière une égalisation. On va se voir ça après. Désolé pour ceux qui sont sur le résumé YouTube, mais en gros, je montre pas d'image de match sur les résumés YouTube. Comme ça, ils restent clean. Il n'y a pas de, voilà. Et après, derrière, pour ceux qui sont en stream, c'est pour ça que si quand il y a des résumés, je vous invite à aller voir en stream. Bah voilà. Je suis très content. Frappe de Tolisso. Ça, je suis content. Ça, c'est un truc que Tolisso, il amène très souvent à l'OL. C'est les frappes de loin. Choses qui peuvent manquer à des moments, mais il n'hésite pas à prendre sa chance et ça fonctionne. Et c'est là où le génie de Cherki entre en ligne de compte parce qu'il fait exprès de la dévier le ballon. Alors il y a un peu de réussite après, le gardien la touche, ça rentre quand même, mais il fait exprès de la dévier. Et à partir du moment où il fait exprès de la dévier, la seule chose que tu peux dire, c'est... rien à dire. Rien à dire. Dans une mi-temps où j'ai trouvé un Fofana en jambes, pas parfait sur l'ensemble du match, il y a des choses à redire, mais en jambes, qui tente beaucoup, qui apporte beaucoup, qui a aussi une implication défensive forte, et un Nuama qui m'a, sur la première mi-temps je parle, évidemment, frustré. Pas frustré par l'activité parce qu'il s'est pas caché, il s'est montré, il a frappé le poteau, il a été très actif. Juste arrivé dans le dernier tiers, c'était souvent un peu chiant, tu vois. Pas débile, mais pas ouf, quoi, tu vois. Et un Lacazette, et j'ai vu un tweet dans ma TL qui le dit, donc je vais le citer parce que, désolé, je me rappelle plus c'est qui l'avait tweeté, mais je vais juste me permettre de dire que je l'ai vu sur Twitter et j'étais d'accord. Lacazette, c'est un genre de match façon Lisandro Lopez à la fin. Quand je dis façon Lisandro Lopez à la fin, c'est-à-dire, il a pas marqué, il a pas eu un énorme volume d'occasion non plus, mais il a été impliqué de A à Z. Combien de fois dans ces résumés-là, on a parlé de Lacazette des mauvais jours, ou alors, tu sais, pas impliqué ou chiant dans l'attitude. Là, rien à dire. Dans l'attitude, nickel. Repli défensif, pressing, volume physique, un match de vieux père, ouais, exactement. Et sur ça, bravo. Alors, en général, quand tu parles d'un attaquant pour ses attributs défensifs et pas pour ce qu'il a apporté offensivement, ça veut pas dire qu'il a fait un très grand match, je vais pas non plus le maxer, mais rien que montrer ça, c'est important, et rien que sur ça, sur l'attitude pure, il a pas marqué, mais bravo, tu vois, franchement, rien à dire, bravo, tu vois. Sur le deuxième but, il récupère le ballon, non mais en plus, on va se les refaire, etc., mais
rien à dire, tu vois. Fofana, Lacazette s'implique défensivement, Cherki s'implique défensivement, Nuama s'implique défensivement. Donc franchement, rien à dire. Matic, Tolisso, ça a tenu le choc. Tolisso est allé dans le dernier tir quand il fallait. Matic est resté, monte de temps en temps, mais au global bien. Et Ryan Cherki, qu'est-ce que tu veux que je te dise? 2 passes D, alors voilà, hein, on peut discuter peut-être de la deuxième passe D où c'est une frappe magnifique de Nuama, mais la frappe de Nuama, qu'est-ce que j'ai crié? Est-ce que vous avez crié? Moi j'ai crié, hein, frère. Hein, vraiment, la frappe de Nuama, tu sais, c'est ce genre d'enroulé de gaucher. Le genre d'enroulé de gaucher qui fait trop plaisir. T'es un gaucher, c'est ça les enroulés qu'il faut que tu mettes. On en a marre de ces gauchers qui savent que frapper comme des tarés, là. Suivez mon regard envers certains de ces gauchers. Là, il a envoyé une belle frappe du pied gauche, celles qui sont attendues. Très belle frappe. Et surtout, je suis très content pour lui. Parce qu'il touche le poteau en première mi-temps. Je pense que si on fait juste un point sur le nombre de fois où il a touché le poteau depuis le début de saison dernier, je pense sincèrement qu'il doit être à 6-7 poteaux touchés. C'est une folie. Donc, tu sentais que pendant longtemps, il manquait un peu. Alors, je suis pas en train de dire que ça va devenir la folie et qu'il va être exceptionnel, tout ça, machin, tout ce que tu veux. Juste, ça va lui donner un peu de confiance. Et ça... Annonce le prochain LZ, Zach, je suis à genoux. Lundi prochain. Lundi prochain, ALZ avec Hugo, avec Yanis, avec Sofiane, et Charlie sera là un peu en distanciel. On se le met juste le lendemain de PSG-OL, donc ça fait extrêmement plaisir, donc c'est très cool. Donc ALZ, on va pouvoir discuter de tout le début de saison et tout. Oh, je suis hypé, putain le mec, je suis hypé, c'est trop cool, l'OL gagne, putain, mais let's go. Let's go. Donc, première mi-temps, les gars, je suis très heureux parce que au final, quand tu fais le bilan de cette première mi-temps, c'est validé par les stats avancées, t'as eu globalement plus d'expected goals, plus de tirs. Perry a dû s'employer un petit peu, hein, on va pas se mentir, mais sur l'ensemble, il y a eu de la maîtrise et t'as pas été mis très en danger. Et ça, c'est vraiment primordial, c'est trop important, tu vois. Deuxième mi-temps, but Fofana, but Nuama. Et juste après ça, donc, le but de Fofana sur un service de Cherki, avec une petite... voilà, ça part vite, etc. C'est ça que j'aime bien, c'est que cette équipe a été capable de poser... En fait, c'est ça que je suis content. Cette équipe a été capable de poser les pieds sur le ballon, mais en même temps de pouvoir jouer en contre. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. De pouvoir faire les deux, d'accord. Oui, t'as raison. Un Nuama, Cherki, Fofana, ils étaient en jambes ce soir. J'ai trouvé, frérot, Punkroni, t'as totalement raison. Les trois étaient graves en jambes. Même Lacazette était en jambes, pas tant dans le jeu, mais dans le repli, dans l'implication, dans tout ça, c'était propre, tu vois. Donc du coup, deuxième mi-temps, tu marques vite, 50e minute, ça te met le 2-1, 3-1. Et je suis très content parce que on prend un but à la fin. L'entrée de Marmouche a été effrayante. Je suis pas sûr que c'est le même match si Marmouche le commence, sans déconner, parce que il fait, enfin, juste il fait peur, les gars. Enfin, Marmouche, les gars, c'est un malade, hein. C'est un malade. Marmouche, c'est un malade. Mais on n'a pas paniqué, on encaisse un but sur Maitland-Niles avec un alignement pas parfait, il y a une perte de balle. Je le reprocherai pas tant à Maitland-Niles parce que Maitland-Niles fait un bon match, tu vois. Mais il y a un tout petit peu de réussite sur ça parce que Maitland-Niles réagit un tout petit peu tardivement au départ de la passe. Tu prends 3-2, mais pas de panique. Un peu d'expérience, un peu de vis à la fin. De vis à la con, évidemment, avec Fofana qui se met devant le ballon et tout, nana, ça fait un peu une embrouille. Et c'est bête, mais tu vois, ce genre d'embrouille et compagnie, bon, ben... Tu vois, c'est sur une fin de match, ça fait plaisir, tu vois. Pas ça, enfin, c'est plaisir quand c'est pour toi, parce que quand c'est pas pour toi, c'est terrible. Et c'est vrai que là où quelqu'un le dit, quelqu'un le dit dans le chat, c'est vrai que là où habituellement les deuxièmes, comment ça s'appelle, les deuxièmes mi-temps, les entrées surtout deuxième mi-temps sont souvent nulles. Bon, par la suite, ça va, tu vois.
Donc sur la deuxième mi-temps, désolé, hein. Sur la deuxième mi-temps, tu es plutôt bien parce que du coup, tu réussis à maîtriser sur les 30 minutes après justement le 2-1 et le 3-1. Et après, derrière, voilà, on encaisse le but de Marmouche, on gagne un peu de temps. Sur l'ensemble, pareil, de la mi-temps, on reste quand même au-dessus en termes de stats, d'occasion, de machin. Voilà. Perry peut peut-être faire un tout petit peu mieux sur le but, mais après, bon, la frappe est croisée. J'ai pas trop aimé l'entrée de Tessman, mais bon, après, il a joué que 10 minutes, donc c'est difficile d'en dire plus. Mais voilà, hein, globalement, c'est lourd, hein. Qui est-ce qu'on va aligner dimanche? Tout le monde est cramé avec l'enchaînement Angers plus Francfort. En vrai, frérot, Fofana était en jambes jusqu'à la fin. On a mis Kotadze, Nuama, il enchaîne pas les titularisations. Cherki est sorti. En vrai, de vrai, frérot, il va rester un match dimanche. Et après, derrière, t'as un match de Coupe de France vers le 20. Mais le match de Coupe de France, on va regarder, calendrier OL, il est le 20. Et avec tout le respect, contre Entente Fény Alnois, 32e de finale. Bon, on peut peut-être globalement sur ce match-là faire beaucoup tourner. Tu vois ce que je veux dire? C'est moins important. Donc grosso modo, avant la trêve de Noël, il reste que le match de Paris qui est vraiment très chaud. Sinon, tu peux faire tourner, tu vois. Ouais, on peut. Enzo Molébé peut peut-être avoir du temps de jeu. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. PSG va gagner face à l'OL. C'est possible, le PSG n'a pas perdu cette année en Ligue 1, les gars. Donc je vais pas les sous-coter. Hein. Moi, je ne sous-coterai pas le PSG. Moi, je pense vraiment que le PSG, c'est une bonne équipe qui a pas grand-chose d'avoir une formule qui peut fonctionner. Quant à Barcola face à la défense de l'OL, Chaita Tsar nous l'a montré encore sur un match, il peut faire un peu des gogoleries. Niakate, pour moi, il fait un bon match ce soir. Donc globalement, je trouve son début de saison correct, même plutôt bien. Mais on sait que sur un match, sur la rapidité et tout, ça peut être dur. Donc je vais pas trop parler, tu vois. Mais quand tu fais ça face à Francfort, c'est cool. Là où j'avais une crainte, si vous voulez... par contre, c'est vrai que Clinton Mata va pas jouer. Mais là où j'avais une crainte, je vais vous montrer un truc, les gars. Hop. Là où j'avais une crainte, les gars, c'est que quand on regarde... Pas j'avais une crainte, mais pour moi, ce soir, le match était important et révélateur. Quand on regarde ça, regardez. Là, c'est le classement de la Ligue 1. Hein, hashtag analyse, les gars. Quand on regarde le classement de la Ligue 1, on n'a pas encore joué Paris, d'accord? Donc c'est ce week-end. Mais si on prend le top 8 de la Ligue 1, même ça, je sais pas le faire correctement. On va prendre plutôt en rose, voilà. Quand on prend le top 8 de la Ligue 1, les gars, le seul match qu'on a gagné, c'est contre Nice. C'est lui. Sinon, tout le reste, on a fait nul ou on a perdu. Donc, on a perdu... Bon, après, c'était en début de saison contre Monaco, mais bref. On a perdu Monaco et OM. Et on a fait nul contre tout le reste. Donc en vrai de vrai, j'étais en mode... Bon, quand on regarde, c'est vrai que cette équipe n'a pour l'instant, sur les grosses rencontres, pas été l'assurance tout risque. Et ce soir, c'était une grosse rencontre, tu vois. Donc avant le match, je me disais, j'ai bien envie de voir ce qu'elle a dans le slip, cette équipe. Parce que quand sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs, 6 gros matchs en Ligue 1, t'en gagnes que 1, le reste, soit tu perds, soit tu fais nul. Alors... On peut arguer que contre l'Auxerre, il y a peut-être un penalty pas sifflé. On peut arguer que contre l'OM, on perd, rien à dire. Mais bon, le scénario du match avec les 1 milliard d'occasions, vous-même vous savez, mais juste de facto, c'est vrai ce que je dis, tu vois. Et donc du coup, c'est vrai que c'était peut-être une de mes craintes, mais c'est une crainte qui a été levée parce que et pour ça, faut être content. Déjà, l'ADN européen de l'OL est inévitable, les gars. Et ça fait trop plaisir. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, la dernière fois qu'on est allé en Coupe d'Europe, on est devenu la première équipe de l'histoire de la Ligue 1 à éliminer Porto sur un aller-retour. Et il y en a eu des allers-retours entre des équipes européennes et des équipes, des équipes françaises et Porto, tu vois. Donc ça, c'était déjà solide. Peut-être que le tour d'après, on se fait claquer par West Ham, on sait pas. Mais juste face à Porto, c'est déjà bien. Là, ce soir, tu gagnes face à Francfort, 2e de Bundes, 2e, pareil, invaincu jusque-là en Europa League, même s'ils n'avaient pas eu le meilleur des calendriers. C'est très positif. C'est très positif, tu vois. Donc, la vérité, c'est cool, tu vois. Et l'ADN européen de ce club, même si on a raté beaucoup de Coupes d'Europe ces dernières années, parce qu'on a beaucoup fini en dehors du top 5, globalement, tu remontes depuis 2017, il y a des victoires de prestige. Roma, City, Juve, Leipzig, Porto, Francfort ce soir, et encore, j'ai même pas réfléchi, peut-être il y en a 2-3 que j'ai oubliés, mais globalement, je suis très content. Et là, franchement, les gars, quand on regarde, on est en place de ouf
pour la suite de l'Europa League. On va se faire le... Hop, on va se faire le truc. Ouais, j'ai parlé du match de Matic. Hop. Ouais, Benfica, effectivement, qu'on a aussi gagné. Et ça, c'est très positif. Regardez. On est 4e. Anderlecht fait aussi une très belle Europa League, hein, encore invaincu. On est 4e. Et le top 8, on a grosso modo 2 points d'avance sur Tottenham et FC Steaua Bucarest, je crois. Donc, grosso modo, on a... Franchement, là, quand tu regardes ça, je pense que tu gagnes un match sur les 2, t'es dans le top 8. Je pense à 16 points, tu finis top 8. Parce que, en fait, aucune des équipes derrière ne gagneront tous leurs matchs suffisamment pour te faire sortir du top 8. Donc, et on affronte Ludogorets. Donc, si on bat Ludogorets, pour moi, on fait top 8. Ça suffira, tu vois. Ludogorets à domicile, en plus, en février. Je pense que ça devrait aller. Et en finissant top 8, le gros avantage, c'est que tu termines... tu t'évites un tour, c'est ça que je veux dire. Tu t'évites un tour. Ouais, tu t'évites un tour supplémentaire. Et donc, c'est con, et je vais aussi vous le dire, les gars, ce tour supplémentaire que tu t'évites en allant directement en 8e de finale, c'est bien pour les finances du club. Je crois qu'une victoire en Europa League, c'est 500 000 balles quasiment. Bon. Ben, rien qu'avec tes 4 victoires là, t'es déjà à 2 millions d'euros. Hein. C'est ça. Rien que purement d'argent, tu vois. Et après, derrière, t'as les droits TV, t'as les différentes primes qui sont associées et tout. Ce que je veux dire, c'est qu'une bonne session d'Europa League, ça peut peut-être ramener au club, droits TV tout compris, dans les 20-30 millions d'euros. Et ça fait très plaisir, tu vois. Donc, voilà. Et puis après, au-delà de l'aspect financier, juste l'aspect kiff en tant que supporter. Les gars, ça faisait depuis putain de 2022 qu'on n'avait pas kiffé et vécu des émotions comme ça en Europa League, tu vois. Et donc, c'est très cool. C'est très, très cool. Donc, je suis très content. Quand tu penses que la LDC, 4 millions le match gagné, c'est 4 millions la LDC Attends. Prime victoire Europa League, je vais taper. Hop. Donc, regardez. Détail des nouvelles primes de la Ligue Europa pour la période 2024-2027. Alors, à quelques exceptions près, comme par exemple les primes de victoire et de nul en phase de groupe qui diminuent de 630 000 et 210 000 à 450 000, 130 000. Par contre, en contrepartie, l'équipe jouera plus de matchs. Et ensuite, au total, le pot reversé aux formations sera de 565 millions, plus de 73% supérieur à avant, donc il donne plus d'argent. Le détail des primes, victoire en phase de groupe 450 000, match nul 150 000, match de barrage 300K, 8e de finale, donc 8e de finale les gars. 1,75 millions, 2,5, 4,2, 7 millions si t'es finaliste, 6 millions supplémentaires si t'es vainqueur. Et après, derrière, pilier. La partie dite européenne se compose elle-même de 2 parts. Un classement des clubs en fonction du montant des droits TV de chaque pays et un classement au coefficient sur 5 ans. Et la partie dite non européenne, divisée en 666 parts, blablabla, mes couilles. Ok. Et prime de participation de base, 4,31 millions d'euros. Donc, c'est bien. Du coup, on perd de l'argent si on joue pas les 16e. Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, tu joues pas les 16e, mais par contre, tu vas direct à ce stade-là, en fait. C'est ça qui est plutôt bien. Parce qu'il y a des équipes qui vont en 16e et qui ne passeront pas le stade et qui en resteront là, entre guillemets. Donc c'est bien, parce que bon, quand on est dans un club à devoir compter les thunes, bah, c'est juste positif globalement. Donc très content. Globalement, la défense, on sait que c'est toujours, merci à Code Rider, l'un des endroits les un peu plus compliqués. Mais je tiens quand même à souligner que sur quelques interventions, notamment... de caractère, j'ai trouvé Niakate plutôt pas mal, et Tchaleta Tsar, malgré sa glissade, n'a pas été horrible sous tous les couverts. Genre, ça reste correct, tu vois. Donc voilà. Hop. Zach qui n'a pas fait sa tangente sur Maitland Niles, qui es-tu? Bah, en fait, je vais pas vous répéter à chaque match que dans l'animation, Maitland Niles est primordial, que il apporte de l'équilibre à l'équipe, que machin et tout. Et puis globalement, ah oui, un petit mot pour quelqu'un. Désolé, excusez-moi. Un petit mot pour quelqu'un.
L'OL est un club qui, pendant longtemps, a enchaîné les coachs et a enchaîné les coachs différents, grosse instabilité, tout ça, machin. Actuellement, je suis très heureux que mon équipe soit coachée par Pierre Sage. Par Pierre Sage. Pierre Sage, les gars, juste un truc sur Pierre Sage. Tout n'est pas parfait parce que c'est sa première vraie expérience de coach principal depuis à peine un an maintenant. Donc je suis d'accord avec vous. De temps en temps, sur les remplaçants, on peut avoir des choses à dire, sur certains choix et tout. Rien à dire, on peut débattre de plein de trucs, les gars. C'est le football, c'est comme ça. Mais dans ce que l'équipe affiche, dans la façon qu'il a de l'avoir relevé. Rappelez-vous, en début de saison, quand on discutait, je disais un truc, je disais souvent, mais c'est pas logique. Les équipes qui font en général des grosses deuxièmes parties de saison un peu miracle comme l'OL l'a fait, ils embrayent sur la saison prochaine, sur la saison d'après, et ça donne des équipes qui font des trucs forts. L'histoire récente nous l'a montré avec plein d'équipes qui faisaient des deuxièmes parties de saison un peu miraculeuses, et après la saison d'après, ils réussissaient à embrayer. Et en début de saison, quand on perdait, je vous disais ça. Et là, bah on le ressent. Pierre Sage, c'est un mec qui sait se remettre en question. Il y a un fond de jeu dans cette équipe, on comprend ce qu'elle veut faire, il y a du caractère, et alors qu'il a un groupe de quasi 30 joueurs, il réussit à gérer une rotation où même les états d'âme de tout un chacun n'affectent pas le reste du groupe. Les gars, rappelez-vous cet été, vous me disiez « Ouais, Zaha, s'il n'est pas titulaire, il va foutre le bordel. » Et je disais « Mais Zaha, c'est personne dans ce vestiaire, donc peut-être il sera pas content, mais il aura pas d'appui, il foutra pas le bordel. » Est-ce que, à votre avis, Zaha, il est très content de sa situation? Frère, il doit être pas heureux du tout, gros. Il doit vraiment péter un boulon. Mais est-ce que ça ressort sur l'équipe? Non. Et ça, c'est trop fort, frère. Ça, c'est trop, trop fort. Donc, franchement, l'état d'esprit, le pressing et le contre-pressing, et puis juste la volonté, tu vois. En fait, juste un truc sur cette équipe, c'est vrai que individuellement, il peut y avoir des erreurs et quelques erreurs défensives, voilà, et puis après par moment de l'inefficacité offensive, mais c'était souvent des choses dues à la confiance, des fois aux joueurs, des fois machin, et rarement par le pur fond de jeu qui était dysfonctionnel. Et ça... Et globalement, Maitland-Niles, c'est trop drôle parce qu'il s'inscrit vraiment dans une espèce de vibe qu'on a vu de plus en plus dans les gros clubs ces derniers temps, ne serait-ce que par Partey qui est mis là aussi du côté d'Arsenal. Vous avez vu ces derniers temps, pas mal de gros clubs insèrent des milieux en latéral, ou comme Caicedo aussi pour Chelsea, ils insèrent un milieu en latéral droit et en fait, ils jouent latéral, mais plutôt milieu latéral, et ils s'insèrent très souvent dans l'axe avec une base à 3. Vous avez vu le nombre d'équipes qui font ça en ce moment? C'est un peu la traîne footballistique où le latéral, là où il y a quelques années, on s'en rappelle le Real Madrid de 2016-2017, Carvajal, c'était un élément offensif de baiser qui attaquait très souvent, qui était... Bah là, on a des latéraux qui attaquent moins, mais par contre, même s'ils attaquent moins, ben ils sont remplacés par des milieux ou par des centraux, quand c'était par exemple des Ben White, des trucs comme ça, qui du coup vont aller s'insérer au milieu. Et c'est super intéressant parce que Maitland-Niles qui... et un milieu de formation qui a ensuite été foutu latéral, notamment à Arsenal et ailleurs, tu vois. Globalement, t'es fort que quand tu fais le cheval. Maitland-Niles, quand il vient à l'OL, on lui fait la promesse de pas jouer latéral. En tout cas, on lui propose le milieu de terrain. C'est là où il préfère jouer. Et en fait, dans l'animation, il est toujours latéral droit sur le principe, mais il est tellement tout souvent au milieu qu'au final, c'est un élément indiscutable. Et ça, c'est trop kiffant. Ça, c'est trop, trop, trop kiffant. Donc ouais, je suis assez content que Maitland-Niles trouve bien ses marques sur ça. Défensivement, il est pas parfait, d'accord. Il y a des moments où il va laisser passer des petits trucs et tout ce que tu veux. Mais pour un joueur qui est venu gratuit et tout ça, ça fait plaisir. Et là où juste j'ai vu que ça commençait à vouloir parler de lui, peut-être en Angleterre et tout, je vais être putain d'égoïste en disant ça. Ya Rabbi qu'il fasse pas trop de vagues et qu'il n'y ait pas d'autres gros clubs qui s'intéressent à lui. Qu'il reste le plus longtemps possible chez nous. Tant qu'il est performant, évidemment, mais qu'il reste chez nous. Vraiment. Que ça commence pas à avoir un, j'en sais rien, un Newcastle, un Aston Villa, ou j'en sais rien, qui commence à se dire Maitland-Niles, en plus c'est un anglais, pourquoi pas? Parce que sincèrement, genre...
Il est bidon, MDR, achète-toi des yeux. Mais globalement, non, franchement, si, il est bon. Mais juste, latéral droit, c'est surtout l'endroit où, en Angleterre, bon, Trent Alexander-Arnold, Rhys James, quand son, quand son corps lui laisse, et d'autres, bon, voilà. Mais franchement, je suis content pour lui. Pro Mari, il n'est pas installé dans cette charnière. Il a joué un peu, il a installé petit à petit. Mais globalement, actuellement, confiance en Pierre Sage, frère. Confiance en Pierre Sage. Il va y avoir des ventes cet hiver, on le sait. Bon, bah, on espère que Nuama va pouvoir enchaîner. Je serai content pour lui. Et dans tous les cas, cet hiver, on sait à peu près qui va être dans le truc des ventes. Je suis d'accord que Chaita Tsar, ces derniers temps, n'est pas dans sa plus grande forme. Il fait des erreurs, il coûte des petits trucs. Là où il a été plutôt fiable sur la deuxième partie de saison par moment et tout. On verra. On peut parler du bon match de Nuama pour une fois. Pas bon match. Excellent match, frère. Putain, on va regarder ça. Et juste avant, évidemment... Et juste avant, indice de valeur avec ballon, Europa League, joueur offensif à 230 minutes plus joué, création et calcul. Donc c'est des données WeScout, pardon. Et donc du coup, il explique un petit peu sur les métriques. La valeur avec ballon est calculée à partir d'un ensemble de métriques. La capacité à marquer hors penalty, faire des différences balle au pied, par la passe. Toutes les métriques n'ont pas le même coefficient. Marquer et créer des occasions comptent un peu plus. Ces dernières sont ensuite croisées avec le déchet dans le jeu, qui correspond au nombre de ballons perdus sur des dribbles, passes et centres manqués, tirs non cadrés, afin d'obtenir un équilibre. C'est sur toute l'Europa League. C'est qui le premier ? Et c'est qui le troisième? C'est très très fort. Ah, ça régale. Putain, mec. Malik Fofana this season. 10 buts ou assists en 20 matchs. Non, Malik Fofana, c'est fort, frère. Malik Fofana, c'est fort. C'est génial. C'est génial. À 19 ans, c'est génial. Et je sais pas à quel point l'OL aura besoin de vendre pour l'été pour l'année d'après. On sait que comme d'habitude, c'est les déficits qui posent souci. Si tu te qualifies en LDC, bon, ça devrait aller. Et surtout, au-delà de ça, si tu vides bien ta masse salariale, voilà. Moi, Malik Fofana, quand je le vois jouer actuellement, je vois un super joueur qui a encore besoin de se développer et de beaucoup jouer. Je sais que je suis lyonnais, donc je vais être biaisé sur ce que je dis. Mais pour moi, il devrait pas partir ni cet hiver, ni cet été. Pour moi, il serait intelligent, il ferait encore une saison de plus. Au lieu de partir à 19, de partir à 20 ou 21 ans, tu vois, ou presque à 21 ans, avec 2 saisons et demie à l'OL, dont une saison peut-être à LDC. Et là, ce serait parfait pour lui, je pense. Tu sais, dans son développement, de passer 2 années et demie à l'OL, ce serait positif pour lui, je pense. Après, bon, on verra, hein, peut-être que, voilà. Mais Fofana supérieur à Barcola en potentiel ou pas, tu penses? En fait, c'est pas la même typologie de joueur pour moi. Genre, Barcola est incisif de baiser et plus puissant au démarrage. Sans doute encore un peu meilleur à la profondeur. Après, Fofana a un gros volume, déjà d'une défensive que j'aime bien. Et il est bon pour partir, on va dire... En fait, je pense aussi que Fofana n'a pas complètement encore... à 19 ans, je pense qu'il peut encore prendre un peu de capital athlétique pour pouvoir partir encore mieux arrêté. Là où je le trouve très fort lancé, Fofana, c'est vrai, pour être un bordélico, c'est vrai que arrêté, il y a encore du progrès à faire dessus, je pense. Mais voilà. Il est pas chez Gestifut, Fofana. Attends, on va regarder tout de suite. Mais tu vois, typiquement, Malik Fofana, là, tout de suite, je vois pas un joueur qui part à 60 millions tout de suite. Genre, pour moi, il peut encore... Tu vois, là, il commence à peine depuis quelques semaines à être très performant sur des titularisations, à progresser sur plein d'aspects de son jeu. Je pense qu'1 an et demi en plus comme ça lui ferait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça lui ferait vraiment du bien. Donc voilà, hein. On verra. Il est chez DW Sport Management, frérot. DW Sport Management, c'est l'agence d'Akliouche, de Eli Wahi, de Kalimwendo, d'Arthur Théat qui était en face. Et puis on verra, hein. Et Cherki, l'avantage avec sa prolongation de contrat, c'est que s'il part pas l'été prochain, parce que je pense pas qu'il partira en janvier, s'il part pas l'été prochain, eh ben,
son contrat se prolonge automatiquement d'1 an. Et sinon, actuellement, il lui reste 1 an et demi de contrat. Donc ça fait que l'OL est pas dans une situation complètement dégueulasse au moment de négocier. Et ça, c'est plutôt positif. Ça, c'est plutôt positif. Donc, ouais, on va voir. Hein. On va voir où ça va nous mener. Moi, c'est surtout ce petit passage de flambeau avec Almada qui sera intéressant, parce que Almada a plus ou moins dit lui aussi qu'il allait venir. Le seul problème avec Almada, problème entre guillemets, parce que je pense que Fofana, on veut pas le faire partir. Je pense que Cherki, selon les offres, on serait ouvert à. Cherki, pour moi, est plus prêt à passer au next step, même si c'est pour l'instant sa première saison aussi complète. Bon, elle est pas encore complète, du coup, hein, mais il a 21 et pas 19. Et surtout, au-delà de ça, pour moi, il aura plus de prétendants tout de suite. Donc, on verra. Mais là, ce qu'il fait, c'est très fort. Il brille très, très fort. Genre là, vraiment, très, très fort. Et en fait, le seul truc, c'est qu'Almada, j'ai pas envie qu'on surcote l'apport de joueurs brésiliens qui arrivent, ou sud-américains qui arrivent début ou mi-janvier, et croire qu'ils vont être titulaires d'un coup chaque semaine et performants. Genre, même si Almada arrive, ça veut pas dire qu'il va jouer et être performant et incroyable direct chaque semaine. Genre, ça peut arriver. On se rappelle de Bruno Guimaraes à l'époque, qui avait fait ça. Mais Almada, je sais pas. Donc, on verra. Et je pense qu'il peut avoir une petite période d'adaptation. La même qu'il me semble qu'à Botafogo, il avait eu une période d'adaptation. Donc, voilà. Après, en vrai, idéalement, tu gardes les deux jusqu'à la fin de la saison. De toute façon, vraiment, vous voulez que je vous dise un truc? Là, tout de suite, t'es Malik Fofana, t'es Cherki. Le mieux pour ta carrière, là, maintenant, c'est de rester. Jusqu'à cet été, au moins. Parce que, les gars, t'es dans une équipe où tu brilles déjà, où ça se passe plutôt bien, où il y a peut-être une qualification quelque part à aller chercher d'ici la fin de saison. Leur cote ne sera jamais plus élevée qu'en juin prochain. Enfin, peut-être plus tard, mais t'as capté. Genre, si Cherki fait 2 saisons comme ça à l'OL, imaginons, bon, ça n'arrivera pas, mais sa cote peut encore plus exploser. Mais ce que je veux dire, c'est que leur cote sera plus élevée là, cet été. Alors, en sachant très bien qu'ils vont être titulaires dans cette OL, que cette OL est en train de jouer des rôles pas dégueux en Europa League, d'être pas loin du top 4 en Ligue 1. Tu vois, tu peux aller faire un truc, tu vois. Si Malik Fofana et Cherki restent à l'OL et font une super deuxième partie de saison, mais pour négocier des conditions de salaire, de statut et tout dans ton club d'après, c'est encore mieux pour toi. Tu prends de l'expérience, t'enchaînes et tout. C'est le mieux pour eux. Voilà. Ils peuvent être vendus et prêtés 6 mois pour finir la saison à l'OL aussi. Mais après, le problème de ça, c'est que l'OL peut plus recruter. Donc, je sais pas si cet aspect de prêt X vente peut se faire. Par contre, je me pose aussi la question, un truc bête, ça c'est un truc qu'on peut faire sur FM. Donc, je pense que ça existe. Ça existe de conclure des transferts en janvier, mais pour l'été d'après, sans passer par cette case prêt, non? Je pose la question. Mais il me semble que oui. Sur FM, ça existe. Genre en mode vendu, mais pour cet été, sans avoir besoin de passer par cette dynamique de prêt, tu vois. Il me semble que oui. Tu vois, genre vente au 1er juillet, tu vois. Donc, écoute, à la rigueur, tu peux passer par ça, en fait, tu vois. Donc, bon, à voir. Ouais, ça s'est fait. Ok, l'OM l'avait fait quand ils étaient en galère. Ouais, je pense qu'il y a un monde où ça peut exister, tu vois. Donc, voilà. Il y a les notes sur l'équipe. Oh, elles sont où? Je suis chaud d'avoir les notes. Dès que les notes sortent, on va les regarder. Donc ouais, la vérité, ouais, t'as raison, Nkunku à Chelsea, c'était ça. Ouais, t'as raison. Donc en réalité, ouais, même pas besoin de passer par cette phase de prêt, hein, tu peux tout à fait faire ça. Donc ok, très intéressant et très content de mon Noël. Franchement, les mecs, en tant que fan du club, j'ai rarement vu, j'ai rarement vécu une période aussi positive, parce que c'est une période qui est positive, impulsée par le jeu, impulsée par un coach et impulsée par plein de trucs, tu vois. Et donc du coup, ça me fait trop kiffer. Genre, j'aime ce groupe, j'aime ces joueurs et j'aime aussi ce que le coach fait, quoi. J'étais au stade, quel match incroyable. Et bah écoute, je me régale. Vraiment, je me régale, les mecs. Pouh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu penses que le ketchup Nuama est lancé? Bah, je lui souhaite, hein. Parce que sans déconner, pour que Pierre Sage lui mette une titularisation sur ce match-là, c'est qu'il avait confiance. C'est qu'il avait confiance.
Et ça fait très plaisir parce que Nuama, c'est pas un joueur qui était en confiance. Et là, tu vois, il le balance dans le flow dans un match, on va pas se mentir, compliqué. Ça faisait un moment qu'il avait pas été titulaire contre Reims. Hop, ici. Bon, en vrai, c'était il y a 3 semaines, donc c'est pas non plus si loin que ça. Ah oui, contre Karabakh aussi. Mais la vérité, je suis content. Mais par contre, tu vois, Benrahma et Nuama, je pense que Benrahma a moins de chances de partir que Nuama cet hiver. Nuama, je pense que dans le profil, dans l'âge et dans tout ça, malgré ses défauts, je pense qu'il peut plaire à des clubs mid-tiers façon Fulham et compagnie, tu vois. Genre, je pense pas que sa cote est tant descendue, même s'il fait pas un très bon début de saison. Mais par contre, rien que le but là va forcément la faire grimper, tu vois. Donc, on va voir. Et puis Benrahma, c'est vrai que je fais pas l'entrée du siècle ce soir, mais il rendra toujours service statistiquement parlant, et ça tu le sais, tu vois. Donc on verra. Benrahma, ça peut partir en Arabie Saoudite. Pourquoi dès qu'un joueur arabe est vers 30 ans, on parle direct de l'Arabie Saoudite? T'as quelque chose à... Non, ça va, je rigole. Ça va. Benrahma, c'est yaourt nature quand même. Bah, quand on regarde la petite passe D qu'il donne contre Nice avec le petit dribble et tout, c'est pas yaourt nature, ça. Les notes d'OL Francfort, Cherki flamboyant, Fofana foudroyant. Oh là 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 là. On va regarder ça. 8, 7. Allez, Lucas Perry. Wesh. Bon, ça va sûrement s'actualiser. On va regarder comme ça. Perry 5, en dehors du premier but imparable, il a longtemps été très peu sollicité. Lui aussi a manqué de précision avec les pieds pour commencer. On l'a vu de nouveau. Enfin, on l'a de nouveau vu dans la dernière demi-heure quand il a sorti quelques ballons chauds et diffusé comme d'habitude cette impression de sécurité. Difficile de lui reprocher quelque chose sur le deuxième but allemand. Dans un match aussi ouvert, Maitland-Niles, il a exposé sa science des déplacements, a offert des surnombres au milieu et des appels en profondeur qui ont ouvert la défense allemande. Physiquement, il semble dans une forme étincelante, encore capable dans la dernière demi-heure d'enchaîner des sprints vers l'avant ou des gros replis défensifs comme à la 66e, où il intercepte devant sa surface, mais il couvre Marmouche sur le deuxième but de Francfort. C'est vrai, mais c'est fort. Ouf! Chaita Tsar 3. En immense difficulté pendant une grosse demi-heure où il a été incapable de lire les intentions des Ekitike et a tout subi jusqu'à cette ouverture du score sur laquelle il est d'abord mal orienté puis efface une glissade. La mobilité de son adversaire direct a exposé ses défauts. Heureusement pour lui, les transitions allemandes ont perdu de leur verve. Ensuite, Niakate 6, bon match pour lui. Sa solidité a été précieuse en tout début de match quand Francfort amenait du monde et du mouvement près du but lyonnais. Malgré les errements de son partenaire de l'axe, il est resté dominant dans les duels sans trop souffrir dans son dos. Pris par Ekitike à trop vouloir le bloquer le long de la ligne sur le deuxième but allemand. Mais globalement, ouais, Niax, je suis content. De toute façon, j'ai l'impression que la charnière qui fonctionnera, c'est peut-être genre Niakate Mata ou alors Mata Chaita Tsar. Mais du coup, Chaita Tsar à gauche a l'air d'être meilleur que Chaita Tsar à droite. Bon. Et Ekitike, oui, très très fort. Vraiment. Hein. Tagliafico 6, un match pour lui où il a combattu et réussi évidemment 100% de ses tacles et remporté presque autant de duels que Maitland-Niles. Averti, il est remplacé par Abner Vinicius. Il n'était donc pas sur le terrain quand Francfort est revenu à un but. Matic! Oh Matic, j'en pleure, frère. Matic, j'en pleure, les mecs. Vraiment, j'en pleure. Déjà rayonnant en sentinelle à Angers, dimanche dernier, le Serbe a cette fois assuré en double pivot. Rappelez-vous, Matic en double pivot, ça marche pas. Bah, regarde, ça marche contre le deuxième de Bundes, frère. Dans un rôle qui va pourtant moins bien à ses vieilles jambes. Omniprésent dans la construction du jeu, il s'est rarement trompé à intercepter plusieurs ballons grâce à son placement. Un patron qui a fini le match avec le brassard de capitaine. Il lui reste 1 an et demi de contrat. Écoutez ce que je vais vous dire. Il lui reste 1 an et demi de contrat. Peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an, ça va commencer à décliner, tout ce que tu veux. Mais rien que pour ce qu'il a ramené dans le retour en avant de l'OL de là des 12 derniers mois, parce que ça fait 12 mois qu'il est là, juste merci. Comme Cyril Gann à la fin de UFC Paris. Merci, 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 merci. C'est pas grave si dans 6 mois il commence à être moins bon, si début de saison prochaine il est moins... Rien à foutre. On n'oubliera pas. On n'oubliera pas. Deuxième partie de saison l'an dernier, c'est l'un de ceux qui tournent toute la dynamique de cette équipe quand il arrive en janvier. Et là, sur ce début de saison, très 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 fort. Rien à dire. Mais vraiment, quel bonheur. Quel bonheur. Merci Nemanja Matic. Merci à Rennes de pas avoir d'école internationale, exactement. Merci l'école internationale, poteau. Tolisso, on est habitué aussi. Hein.
Comme Matic, le champion du monde 2018, jouait dans un rôle plus inhabituel, plus bas sur le terrain, cela ne l'a pas empêché de se projeter d'être dangereux. Sa première frappe a touché le poteau et son second tir a été dévié dans le but par Cherki. Caviar dans la course de Lacazette et de la présence dans le jeu jusqu'à sa sortie pour Tanner Tessman. Ernest Nuama, putain. Je suis content pour lui, frère. Aligné titulaire à place de Verretou, puisque Pierre Sage avait décidé de jouer en 4-2-3, l'aligné ghanéen a livré sa meilleure prestation. Et oui, et ça, par contre, ça, je l'ai pas dit. Je pense que Pierre Sage, c'était son but d'appuyer sur le côté Nkunku Théâtre. On peut dire ce qu'on veut, Pierre Sage, mais pour le coup, ça a fonctionné. On a appuyé à droite et Nkunku et Théâtre, il a mis au supplice Nkunku averti. Il a participé aux principales actions lyonnaises, 7, 10, 36, 41. Il a surtout inscrit un but superbe d'un enroulé des 18 mètres qui lui fera du bien à la confiance, remplacé par Verretou. Donc bravo. Cherki toujours avec une très belle photo, hein. Le jeune meneur a montré tout son talent en trouvant des passes et des décalages que personne ne voit. Son but d'un coup de patte réflexe a permis à l'OL de revenir dans le match et il a failli offrir le 2-1 à Nuama, 36e poteau, avant de réussir 2 passes décisives après la pause pour Fofana et le Ghanéen du Grand Art, remplacé par Benrahma et ovationné. Les gars, le chat, je vous propose qu'on l'applaudisse collectivement à coups de clap, clap, clap. Bravo! Homme du match, mérité. Malik Fofana 7, parfois en souffrance dans le domaine athlétique, le jeune Belge a eu de l'espace pour s'exprimer, il ne s'est pas fait prier, il offre un très bon ballon en retrait à Nuama et a fait passer quelques frayeurs dans le dos des Allemands avant de les foudroyer en marquant au bout d'un contre et d'une course de 80 mètres tonique pendant 90 minutes. Combatif, très concerné au pressing et à la récupération, le capitaine lyonnais a montré l'exemple. Tu vois, Lacazette, tu marques pas, fais ce genre de perf et montre de l'envie et tout, et on sera derrière toi jusqu'au bout, capitaine, frère. Merci pour tout. Il a manqué de puissance sur un très bon service de Tolisso et Trapp l'a mis en échec dans la surface, mais il a arraché le ballon dans les pieds de Théâtre pour le but du D1 et n'a jamais relâché ses efforts, remplacé par Miko Tadze qui met une reprise au-dessus. Pierre Sage, 7. Son 4-2-3 initial a fini par prendre le dessus sur Francfort, concédant finalement assez peu d'occasions. Et quand il a choisi de passer par un 4-3-3 pour subir un peu plus bas sur le terrain et préparer le choc à Paris, l'OL a de nouveau souffert, mais a préservé l'essentiel et fait un grand pas vers la qualification sans passer par les playoffs. Si Eintracht Francfort, 4,2. Aïe, aïe, aïe. Après un début de match loin d'être infamant, l'ancien défenseur rennais Arthur Théâtre a sombré comme le reste de sa défense. Il est battu par Lacazette au début de l'action qui amène le but de Fofana et qui permet à l'OL de prendre l'avantage. J'ai jamais aimé Arthur Théâtre, franchement. Avant cela, il avait déjà perdu un duel important contre Nuama dont la frappe avait trouvé le poteau. Également de retour en France, Trapp n'a pas vraiment brillé dans le but en encaissant 3. Hugo Ekitike s'est montré plus inspiré. Il a été fort, Hugo Ekitike, pardon. Où il sauve un ballon en touche qui arrive jusqu'à Chanouzoun, passeur décisif pour l'incontournable Omar Marmouche. Heureusement que Marmouche n'a pas commencé le jeu parce qu'il nous aurait fait extrêmement mal. Sincèrement, il nous aurait fait extrêmement mal. Regarde la déclat de Cherki sur RMC Sport. Je vais regarder ça tout de suite, mon ami. Mais globalement, ouais, rien à dire sur les notes. Je suis à peu près en accord. Théâtre et Woodfast, same shit. Ouais, j'aime pas les deux, vraiment. 5 sur 5 pour nous, les clubs belges, tout bon pour le coefficient. Bah, je suis content pour vous, les frérots belges. Moi, je vous aime bien, moi. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté, Cherki ? Eh ben tiens, on en parlait les mecs. Un départ au mercato hivernal, Cherki entretient le flou sur son avenir. Auteur d'un très gros match ce jeudi soir face à Francfort en Ligue Europa, Cherki a été questionné sur son avenir. Sanctionné, l'OL pourrait être tenté de vendre son attaquant. Et qu'est-ce qu'il a déclaré ? Questionné sur le sujet après la rencontre face à Francfort, le principal intéressé s'est montré évasif. Pour l'instant, il reste encore 2 matchs et on verra à la fin de saison si je suis encore là. Bon, voilà. Texteur sur un probable départ de Cherki, ce sera son choix. Et ben écoute, on verra. Comme j'ai dit, pour moi, Cherki aura plus de prétendants que Fofana. Mais que ce soit l'un ou l'autre, le départ des deux, enfin de n'importe lequel des deux ferait quand même beaucoup de mal. J'espère qu'on gardera les deux jusqu'à. Je vois après si Cherki il a envie de se barrer, qu'il y a des offres, des grosses offres, bah pourquoi pas, tu vois. Tu veux qu'ils disent quoi à la question de merde ? C'est vrai, mais après il peut aussi dire qu'il a envie de rester jusqu'à la fin de saison si c'est le cas. Peut-être que c'est pas le cas, tu vois. Il a une plus grande valeur aujourd'hui que cet été. Ça, par contre, c'est vrai, vu qu'il a prolongé. Cherki devrait rester en janvier, mais ce sera son choix, comme toujours dans le football. John Textor a toutefois confirmé son besoin de dégraisser effectif. On a 29 joueurs en équipe première. Idéalement, il en faudrait 23 ou 24. Il y a 6 joueurs de trop. Reste à connaître la position des dirigeants lyonnais en cas de gros offre sur la table pour Cherki. Tu penses Paname va le vouloir ?
Bah écoute, il a amélioré son jeu sans ballon, il fait plus d'efforts, il est moins... c'était l'un de ses gros défauts, il a largement amélioré ça, donc... et de toute façon, il a le talent pour, hein. Si à un moment... Rappelez-vous quand même qu'à un moment, Cherki était en accord total avec le PSG, Luis Enrique le voulait, et il n'est pas parti simplement parce que... à la fin, il y a eu le bail avec Dortmund, c'est proche et tout, hein, donc... bon, c'est... On verra, hein. Qui est-ce qu'on vend cet hiver sans aucun scrupule? Les gars, cet hiver, je pense que ce sera le départ de Maxence. Il y aura le départ de Orban Zaha. On a lu des papiers récents sur Koumbedi et Diawara. Donc voilà. Moi, Koumbedi et Diawara, je garde ni l'un ni l'autre. Parce que je pense qu'ils peuvent ramener quelques millions chacun. Donc Orban, Cacré, Zaha, mais après Zaha serait plutôt une fin de prêt plutôt, tu vois. Koumbedi, Diawara. Et après, je pense, je pense que Cherki a quand même une chance qu'il puisse y aller, tu vois. Et après, moi personnellement, je garde et Fofana et Cherki si j'ai le choix, tu vois. Ah oui, et j'ai failli oublier. Pour moi, il y aura sûr et certain un départ de Benrahma ou Nuama. Pour moi, l'un des deux, c'est sûr et certain. Genre, je vois pas un monde où, voilà. Diawara, si Cacré part, je garde. Les gars, moi je vais être honnête avec vous, personnellement, les deux peuvent partir, ils n'auront pas un impact de ouf dans ce milieu de terrain. Donc voilà. Ah. Ton choix entre Nuama et Benrahma? Bah, je vais te dire, frérot, ce soir, forcément, la perte de Nuama a envie de me faire dire plus Nuama. Juste dans la fiabilité depuis un an, même si Benrahma a eu des périodes nulles aussi, il a été beaucoup plus décisif. Donc forcément, ce soir, vu que Nuama vient de marquer, tout le monde va dire « Ah, c'est Nuama qu'il faut garder !» Et prochain match, si Benrahma est... Tu poses la même question après le match de Nice où Benrahma fait un bon match, tout le monde va te dire que c'est plutôt Benrahma qui va le garder. Donc, en prenant sur un an... Bah, j'ai envie de te dire que c'est plus cohérent de garder Benrahma parce que June il est plus décisif et quand t'as des besoins en sous tu vas tirer beaucoup plus d'argent de Nuama tout de suite que Benrahma qui a moins de valeur, trentenaire, gros salaire et tout. Nuama tu le vends plus cher tout de suite. Après on verra. Moi j'ai envie de... Moi tu sais quoi, je vais dodger cette réponse. Moi à choisir je garde Benrahma même si je pense que Nuama si enfin il explose il peut faire de meilleures performances mais après ce serait... Par exemple, Nuama avait réussi à marquer contre le PSG. Est-ce que ça l'a fait enchaîner plein de bons matchs derrière? Non. Donc voilà. Et après, derrière, à voir. Hein. Après, il y a un monde où c'est Cherki qui part et tu gardes les deux. Hein. C'est un monde où les deux partent, c'est Cherki, enfin restent et c'est Cherki qui part. Hein, donc on verra. Aïe, aïe, aïe. Les Allemands. Voilà. Plus 3 dans la porte. La victoire. Banana man. C'est beau ça. Ah, j'espère tellement que Cherki part pas cet hiver. Tu enlèves Cherki à la création de cette équipe, ce serait dramatique. Ça ferait trop mal. Il apporte trop, Ryan. Banana man. Quel plaisir. Après, Almada arrive, hein. Ouais, il arrive. Mais bon, après, Almada, il aura sûrement besoin aussi d'un peu de on va dire, d'adaptation. Je pense. Ah, je suis trop content.
Voir cette équipe de mieux en mieux quand on se rappelle du soir de la 2e journée de Ligue 1. C'est émouvant. En tout cas, la seule chose à dire quand même, c'est que ce week-end, PSG-OL, aïe, 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 aïe. Et un autre truc, je pense que du côté de Dortmund, ils doivent quand même un peu regretter le fait de ne pas avoir scellé ce petit truc à 15 millions d'euros. À Dortmund, ça leur aurait fait du bien. Aïe, aïe, aïe. PSG-OL, ça, c'est du choc. Si on peut leur infliger leur première défaite comme les années où on les battait au moins une fois par an, ce serait magnifique.